Comment faire prospérer l'économie française et éviter longue récession avec chômage élevé? Chers Français, merci de l'écoute. Je fais suite à mon vidéo précédent, comment obtenir une forte reprise économique tout de suite. Ici, je vais vous expliquer pourquoi l'euro est un problème fondamental pour l'économie française. Et je vous expliquerai pourquoi un retour au franc éviterait pour toujours une longue récession avec haut chômage comme vous avez souffert sous l'euro. Je m'appelle Édouard Sonnino, j'aime la France et je la connais bien. J'ai 45 ans d'expérience en économie et en finance. C'est votre longue crise économique qui continue depuis 5 ans, fruit de l'euro et aussi de l'incompétence de vos gouvernements et de la Banque centrale européenne, qui me pousse à vous adresser avec ce vidéo sur YouTube. Alors, venons à la cause de la crise économique avant de comprendre quelles sont les solutions. Tout d'abord, il faut constater qu'il n'y a jamais eu une crise économique si longue et si profonde avant l'euro. Sous le franc, il n'y a jamais eu de récession longue ni un chômage très élevé. Tandis que ces dernières années sous l'euro, le chômage général en France dépasse le 10% et le chômage des jeunes dépasse le 20%, chose jamais vue avant l'euro. La logique suggère que cela n'est pas une simple coïncidence, plutôt qu'il s'agit de cause et effet, et c'est précisément le cas. L'euro est la cause de la longue crise économique de la France et de toute la zone euro avec l'exception de l'Allemagne, l'Autriche et la Hollande. L'euro est bien la cause de la crise, même si la crise a été prolongée et intensifiée par les erreurs désastreuses de la Banque centrale européenne, et même si la Banque centrale européenne aurait pu arrêter la crise au tout début, comme elle pourrait la terminer aujourd'hui, presque instantanément, avec la juste manœuvre, précisément avec un gros remboursement d'impôts sur l'ordre de 5 000 € par contribuable de la zone euro, financé avec QE, comme j'explique dans mon vidéo précédent. Comment ça se fait que l'euro est la cause de la crise? Il faut se souvenir que le précurseur de l'euro, le SME ou Système monétaire européen, s'est effondré après une brève existence dans l'été 1992, quand l'Italie et la Grande-Bretagne durent en sortir. Le SME consistait à lier étroitement les taux de change des monnaies de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie, à travers la manipulation des taux d'intérêt par les respectives banques centrales nationales. Par exemple, si le taux de change du franc commençait à fléchir par rapport au Deutschmark, la Banque de France haussait immédiatement ses taux d'intérêt de façon à attirer les capitaux dans le franc et faire remonter le taux de change du franc au point de départ. Puisque l'économie allemande était depuis toujours la plus forte en Europe, lier inflexiblement les taux de change était une mauvaise idée. Ça ne pouvait pas tenir au-delà du court terme, étant donné que les pays connectés par le SME avaient des économies avec puissances différentes. C'était l'équivalent de mettre dans le ring un boxeur poids lourd, l'Allemagne, avec des boxeurs poids moyens, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Après moins de 2 ans sous le SME, les banques centrales de l'Italie et de la Grande-Bretagne durent hausser progressivement leur taux d'intérêt pour maintenir le taux de change de la lire et de la livre sterling fixe avec le Deutschmark, jusqu'au point où les taux d'intérêt étaient montés si haut que les économies italiennes et britanniques ont fléchi sensiblement. Pour éviter une profonde récession, l'Italie et la Grande-Bretagne ont quitté le SME, ce qui a permis leur banque centrale de réduire leur taux d'intérêt, n'étant plus obligés de maintenir le taux de change avec le Deutschmark. La lire et la livre sterling se sont dévaluées aussitôt du 25% et les économies italiennes et britanniques se sont reprises rapidement
grâce à la dévaluation de leur monnaie et grâce au taux d'intérêt plus bas. L'économie française restait mieux dans le SME que l'Italie et la Grande-Bretagne, mais souffrait quand même. Aujourd'hui, la situation est semblable à celle de l'été 1992. Le taux de change de l'euro correspond à la compétitivité de l'économie allemande, non pas à la compétitivité des économies françaises, italiennes, espagnoles, portugaises et grecques. Par rapport à l'économie de ces pays, l'euro est beaucoup trop fort, et c'est pour cela que leurs économies ne sont pas compétitives internationalement. La conséquence est la crise économique des 5 dernières années, rendue pire par la désastreuse politique de l'austérité. Comment ça se fait que la faillite du SME n'ait pas porté à l'abandon du projet de la monnaie unique? C'est parce que le rêve d'une monnaie européenne prestigieuse restait séduisant. Et les dirigeants politiques européens pensaient que le SME faillit seulement à cause de pénalités trop faibles. Ils pensaient qu'en multipliant la gravité des pénalités, aucun pays briserait les règles pour rester dans la monnaie unique. Donc, l'euro fut adopté accompagné de fortes pénalités en cas d'infraction des règles. Mais ce raisonnement était naïf et faux. Un pays en difficulté économique n'aura jamais les moyens pour suivre les règles ni pour payer de grosses pénalités. L'exemple le plus éclatant, c'est celui de la pauvre Grèce. Mais même la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont souffert énormément pendant ces 5 dernières années à cause du fait que l'euro est trop fort par rapport à leurs économies. Ce n'est pas une coïncidence que tous les pays de l'Union européenne qui n'ont pas l'euro, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège et le Danemark, ne souffrent pas, ayant leur propre monnaie et leur propre banque centrale souveraine. Le problème est clairement que le taux de change de l'euro correspond surtout à la compétitivité de l'économie allemande, le poids lourd de la zone euro, et non à la compétitivité des autres pays de la zone euro qui sont d'un poids inférieur. Donc, la solution est simple. Il faut que les pays faibles par rapport à l'Allemagne quittent l'euro et se reprennent leur monnaie nationale. Qu'est-ce qui se passerait si la France abandonnait l'euro et se reprenait le franc? Le franc se trouverait tout de suite avec un taux de change qui correspond à la compétitivité de l'économie française et l'économie française se reprendrait rapidement. Le change du franc nouveau serait initialement autour de 80 à 85 centimes d'euros et dans un an, avec la reprise économique, le change du franc grimperait à 90 centimes d'euros. Donc, au début, la France bénéficierait d'un change de 15 à 20% plus bas par rapport à l'euro et le dollar. De conséquence, les exportations et le tourisme augmenteraient rapidement, le chômage plongerait, les recettes fiscales augmenteraient grâce à la reprise économique, le déficit national tomberait et les impôts pourraient être réduits. Fini la politique de l'austérité. Le cycle vicieux transformé en cycle vertueux. Le seul désavantage initial du retour du franc avec un change plus bas par rapport à l'euro et le dollar, c'est que les importations coûteraient plus cher, ainsi que les voyages des Français aux États-Unis et en Allemagne. Mais dans un an, non seulement le franc grimperait, mais les revenus des citoyens et des entreprises françaises augmenteraient de beaucoup, soit en termes de francs que d'euros et de dollars, en dépit du change plus bas. Exactement comme il s'est passé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'adoption de l'euro. En fait, la France s'est enrichie précisément grâce au franc qui se dévaluait périodiquement, offrant au pays un change international compétitif. Que le franc se dévaluait par rapport au dollar et au Deutschmark importait peu, puisque les augmentations des revenus en francs étaient très supérieures aux dévaluations périodiques. Un simple exemple.
Si le franc se dévaluait de 10% contre le dollar, tandis que les revenus en francs des citoyens augmentaient de 20%, le résultat serait un gain de 10% exprimé en dollars. Autrement dit, on perd le 10% d'un côté, mais on gagne le 20% de l'autre côté avec un gain net du 10%. Grâce aux dévaluations périodiques, la France évitait augmentation du chômage, récession, augmentation du déficit national, diminution de la dépense publique et augmentation des impôts. Au contraire, avec un change surévalué par rapport à la compétitivité internationale du pays, la France sous l'euro a souffert une spirale vers le bas avec une hausse énorme du chômage, une récession sévère, une augmentation de la dette nationale, une diminution de la dépense publique et une augmentation des impôts. Il est important de souligner que le retour au franc ne signifie pas que les citoyens français ne peuvent pas garder leurs épargnes en n'importe quelle monnaie qu'ils puissent désirer. Les Français seraient toujours libres de garder des comptes en banque en euros, en dollars ou en n'importe quelle autre monnaie à côté de leurs comptes en francs. Donc, les comptes en euros ne seraient jamais obligatoirement convertis en francs. Seulement les citoyens eux-mêmes décideraient combien de leurs euros échanger en francs. Les épargnes en euros ne seraient pas du tout touchées. Le retour au franc signifie seulement que tous les paiements et toutes les transactions commerciales en France se feraient dorénavant en francs. Du premier jour du retour du franc, tous les prix en euros seraient transformés en francs nouveaux, au tout début au même montant. Ainsi, le premier jour de l'entrée du nouveau franc, un café au bar qui coûtait 1 euro coûterait 1 franc nouveau. Un salaire mensuel de 2000 euros deviendrait un salaire de 2000 francs. Une pension de 1000 euros deviendrait une pension de 1000 francs. Ensuite, en gardant le libre marché, les prix fluctueraient comme ils ont toujours fait dans une économie libre. Quant aux dettes en euros existantes au moment du retour du franc, elles resteraient repayables en euros. Elles ne seraient pas converties en francs. De cette façon, les créditeurs ne seraient pas pénalisés, tandis que les débiteurs, se retrouvant avec plus de travail et plus de revenus en francs, finiraient par repayer leurs dettes en euros avec plus de facilité, en dépit du change plus bas. En tout cas, le gouvernement français pourrait aider les débiteurs en euros pendant une période de transition en prêtant la différence due à la dévaluation en termes favorables. La question pour les Français est la suivante. Qu'est-ce qui est mieux? Garder l'euro et avoir un chômage élevé et les impôts élevés, ou retourner au franc et avoir un chômage bas et les impôts bas? Garder l'euro et en gagner peu, ou retourner au franc et en gagner beaucoup? Le franc s'est dévalué périodiquement, mais cela n'a pas appauvri les Français. Au contraire, cela a enrichi les Français qui ont pu acheter de plus en plus de Mercedes, de BMW et de Audi et de voyager de plus en plus à l'étranger grâce au franc dévalué et compétitif qui a permis à l'économie française de prospérer et aux citoyens de gagner plus d'argent en termes réels en dépit des dévaluations. Il est aussi très important de ne jamais oublier les énormes avantages dont bénéficie un pays avec sa propre banque centrale souveraine. Comme déjà expliqué dans mon vidéo précédent, avoir la propre banque centrale souveraine permet de financer le déficit public sans aucun coût pendant des périodes de récession et chômage, et aussi d'éviter une augmentation des impôts et une diminution de la dépense publique. Cela se passe à travers le mécanisme de QE, les lettres QE, c'est-à-dire quand la Banque centrale du pays achète les nouvelles émissions de bons du Trésor qui financent le déficit public,
avec de l'argent nouvellement imprimé. C'est précisément ce qui a sauvé les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon pendant ces dernières années. QE était une pratique normale de la Banque de France au temps du franc, et cela évitait longues récessions avec chômage élevé, ainsi qu'une hausse des impôts et grosse réduction de la dépense publique. QE consiste bien d'argent nouvellement imprimé, mais cela ne porte pas à l'inflation quand la quantité de QE n'est pas excessive, c'est-à-dire quand QE ne produit pas une demande de consommation qui dépasse la capacité productive du pays. Donc, QE doit toujours être bien calculé. La Federal Reserve, la banque centrale américaine, a financé la totalité du déficit public entre 2010 et 2014 sans aucune augmentation du taux d'inflation, preuve que QE n'est pas inflationniste quand il n'est pas excessif, même s'il tend à faire dévaluer la monnaie du pays. Il devrait être clair que la solution totale et durable pour l'économie française, c'est un retour au franc et à la souveraineté de la Banque de France, ce qui permet d'avoir une monnaie commercialement compétitive et de financer le déficit public sans aucun coût pendant les récessions à travers QE. Il permet aussi de couper court toutes les récessions et éviter un chômage élevé grâce à une politique économique de remboursement impôt financé par QE dès qu'une récession commence. Entre-temps, sous le régime de l'euro, la solution immédiate pour sortir de la crise, c'est que la Banque centrale européenne, dirigée par Mario Draghi, fasse un grand remboursement impôt financé par QE de l'ordre de 5 000 € pour chaque contribuable de la zone euro. Donc, chers Français, pour en finir avec la crise actuelle, il faut que vous souteniez candidats et partis politiques qui promettent de pousser Mario Draghi à faire un gros remboursement impôt financé par QE. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir convaincu.